nous allons entamer notre deuxième thème, donc le thème cher à Rania, le thème de la responsabilité. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que vous, finalement, ce sujet, il est quelque part inné, que c'est vous qui opérez cette communication plus responsable dans quelques années. Hein, on parle de quoi, de 3 à 5 ans maximum, et finalement, c'est vous qui allez porter ce sujet-là. Alors, quelque part, du coup, ma question, Rania, pour toi, c'est quel rôle doit avoir un média dans 10 ans, dans 20 ans, par rapport à ce prisme de la transition écologique, des sujets RSE? Je pense que ça sera le même rôle qu'aujourd'hui, donc un peu comme vous l'avez dit, informer et divertir. Mais je pense que le plus important réside encore une fois dans le contenu plutôt éditorial, dans le sens où aujourd'hui, si l'on informe par exemple sur des sujets sociaux, environnementaux, alors même les contenus de divertissement devraient aussi être en cohérence avec ce qu'on propose en termes d'information. Je trouve par exemple que la part des sujets traités sur le climat sont très minimes. Encore très faibles, voilà. Et ça serait peut-être important, et je pense que c'est là aussi le rôle d'un média qui a un pouvoir d'influence énorme, comme par exemple la télé, de discuter de ces sujets-là, d'informer, de sensibiliser. Et ça passe aussi donc par ces contenus divertissants. Après, j'aimerais quand même ajouter que nous ne sommes que des communicants. Et je vais expliquer mon propos dans le sens où derrière en fait cette communication, ces communications-là, résident quand même des entreprises, des marques, etc. qui doivent elles aussi être en cohérence avec leur communication. Nous ne pouvons pas changer le business plan ni le mode de production de ces entreprises-là. Donc tout le système devrait aussi réfléchir à ce contenu-là et à ces sujets-là en fait éthiques, environnementaux et sociaux. Mais donc, et vous, Sylvia, est-ce que vous pensez que le rôle d'un média demain serait, par exemple, de refuser une marque, un annonceur, par exemple, dire non, votre contenu n'est pas en cohérence avec ce que l'on propose, ce que l'on veut proposer à nos téléspectateurs, par exemple, et donc refuser des marques, des entreprises? Alors, c'est une question complexe, Rania. Parce qu'effectivement, moi, dans ma position de régie, je considère qu'il y a quelque part un devoir de neutralité et j'ai pas envie, ou les futurs à ma place, soient dans une logique de good cop, bad cop. C'est ça. Donc, en fait, pour moi, la bonne manière de voir, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, je t'écoutais attentivement, c'est le fait qu'il y ait effectivement une logique d'autorégulation des différents acteurs de l'écosystème. La filière de la communication a entendu le message de la Convention citoyenne. Et c'est vrai, là, depuis 12 mois, il y a eu vraiment énormément de travaux. Et il y a, moi qui suis vraiment aux premières loges, on va dire, je travaille avec, on va dire, à peu près la majorité des marques qui adressent en France, elles ont toutes bien compris le sujet. Mais pas que les grandes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi ce sujet de nouveau il n'y a pas que les grandes marques corporate qui doivent s'exprimer, il y a aussi les petites et les moyennes, c'est ça qui est important. Et tout le monde a bien conscience que maintenant, définir chacun quel est son périmètre de responsabilité, d'accord, aussi s'engager. Parce que c'est vrai que la filière de la communication était une des seules filières à ne pas s'être engagée dans les accords de Paris sur un objectif de réduction carbone. Donc là, tout le monde est d'accord pour dire à 2030, on doit être dans une logique de neutralité carbone. Et tout le monde, en ce moment où on parle, est en train vraiment de travailler ce qu'on appelle des contrats média-climat, puisque le régulateur nous a demandé d'être dans une vraie feuille de route cadrée. Et donc chacun travaille sur ces contrats média-climat qui vont être publiés au niveau de la filière au 1er trimestre 2022. Donc là, et nous-mêmes, on en aura un d'ailleurs. Et c'est vrai que tout l'enjeu, c'est que chacun joue sa partition pour à la fin respecter la vision socle du contrat média-climat qui, selon moi, devra perdurer dans les années à venir. C'est que chaque acte de communication doit, dans sa conception, évidemment, tenir compte de l'impact carbone, première chose. Chaque acte de communication ne doit pas être dans une logique déclarative, mais bien dans une logique de pédagogie et contributive pour vraiment être dans la preuve de mon offre ou mon service a vraiment une proposition qui a une dimension vertueuse et bénéfique par rapport au sujet de l'impact carbone et de la transition écologique. Et sachant que même certains secteurs, vous le savez, vont avoir des obligations, notamment le secteur automobile. Là, il y a des discussions en ce moment sur l'alimentation et le sujet du Nutri-Score. Donc, j'ai envie de dire, alors, je suis pas forcément une éternelle optimiste, mais néanmoins, sincèrement, je pense qu'il y a une vraie dynamique d'intelligence collective sur le sujet qui me fait dire que la personne qui, dans 20 ans, sera à ma place ne devrait pas être dans cette position d'avoir à dire bah non, toi je te prends pas, toi je te prends. J'aimerais soulever un autre point sur la responsabilité. Est-ce que selon vous, parce que c'est ça aussi qui vous anime, ça peut, entre guillemets, pénaliser l'acte créatif ?
Eh bien, moi personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'on a besoin d'un cadre aujourd'hui pour pouvoir créer, pour pouvoir entamer cette réflexion de création. Totalement, c'est en fait, moi je me dis que la contrainte, c'est de là que naît la créativité. Je pense que c'est très important qu'on puisse aussi comparer un petit peu aussi ce qui se fait. Et donc pour ça, il faut qu'on ait un cadre commun. Moi, l'année dernière, je m'étais un peu amusée à faire une petite étude sur les shampoings bio. Et quand on enlevait les marques, les logos, etc., on ne pouvait vraiment pas faire la différence en fait entre chaque marque, chaque shampoing, etc. Parce qu'il y avait des petites feuilles vertes, il y avait du vert partout. Et puis je me disais, c'est vraiment dommage parce que on croit que parce que il faut s'engager, il faut en fait ne plus différencier, il faut plus être créatif. Et je trouve que non, au contraire, c'est dans ces contraintes-là que naît la créativité. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une marque aujourd'hui qui, pour vous, remplit les cases que vous attendez et dont vous aimeriez vous occuper? Mais moi, je sais pas pourquoi, c'est vraiment Don't Call Me Jennifer, parce que c'est pas du tout en soi engagé environnementalement parlant, ni rien de tout ce qu'on est en train de se dire en ce moment, mais en termes d'inclusion, ça touche quand même à un sujet et de manière très créative. Enfin, la dernière communication avec Buzzman était incroyable, je trouve personnellement. Le fait de casser les codes, et ça a vraiment bien touché la cible. Avec, vraiment, je pense qu'ils avaient le meilleur insight possible parce que c'était totalement réussi, je trouve. Personnellement. On sent la future planeuse, l'insight. C'est ça qui fait la différence. Peut-être pas très original, mais Nike, je trouve que ce qu'ils ont Nike bien est pas sûr simple comme sujet. C'est ça exactement où forcément il y a des débats sur cette marque, mais quand on voit la prise de position qu'ils ont réussi à faire avec Colin Kaepernick, forcément c'est quelque chose de très très fort. Ils prennent des risques et je pense que c'est ce qui est beau. C'est ça, c'est ce qu'on va vouloir nous aussi, nouvelle génération, et aussi nous même en tant que communicants, de voir ces gens-là prendre parti. Faut prendre des risques, faut pas oublier les insights et la grande equity, on est d'accord. Et il faut absolument se dire être créatif, et sortir, et se différencier, je pense. Et se différencier absolument, et bien identifier aussi à qui on veut parler. C'est ça.